Bonsoir tout le monde. En tout cas, je suis ravie déjà de partager, ce moment avec vous et je te remercie de m'avoir invitée. Je vais peut-être me présenter en quelques mots. Je suis hypnothérapeute. Alors je suis dans la région de Genève, vers Nyon précisément, en Suisse, voilà. Et puis je reçois, beaucoup de femmes qui ont le désir d'enfant, mais aussi de femmes qui ont un parcours difficile pour tomber enceinte, peut-être, qui ont fait des fausses couches ou bien qui sont dans un parcours PMA. J'accompagne aussi les grossesses, la naissance, le postpartum. En accompagnant toutes ces femmes, petit à petit, bah, je me suis, retrouvée à recevoir également leurs enfants, leurs maris. Ce qui fait que j'ai accompagné un peu toutes les problématiques, en hypnose et puis avec d'autres outils et ça fait quelque temps là, ça fait à peu près 2 ans que vraiment je sens le besoin de m'occuper plutôt des femmes et de la maternité. C'est vraiment l'accompagnement qui me tient très à cœur. Peut-être aussi parce que j'ai eu une difficulté à devenir maman, hein. J'ai eu 7 grossesses, donc tout ça sur 5 ans. C'est-à-dire que j'ai eu ma fille, après j'ai eu un petit garçon qui s'appelle Thomas qui est décédé d'une malformation cardiaque peu après la naissance. J'ai vécu ensuite 3 fausses couches, une interruption médicale de grossesse, puis voilà, puis après j'ai eu ma fille donc après j'ai eu mon fils pardon, donc 7 grossesses pour avoir 2 enfants et le fait d'avoir perdu cet enfant, ce petit Thomas, m'a donné l'envie d'accompagner aussi les jeunes parents qui vivaient des grossesses difficiles. C'est pour ça que je me suis formée pour accompagner, tout ce qui était, voilà, tout ce qui était activité aussi parents-bébés, tout ce qui était, difficultés émotionnelles, tout ce qui était parentalité. J'ai beaucoup accompagné aussi les jeunes parents pour qu'ils aient du plaisir avec leurs enfants. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'était très, très compliqué, de me dire que ben, leur bébé était là et puis les parents le vivaient mal. Voilà, donc je recevais beaucoup de mamans dans les activités que je proposais. Je voyais qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient des problématiques pendant la grossesse. Soit elles faisaient des fausses couches, soit, notamment une auquel je pense, parce que c'est elle qui m'a fait vraiment, me tourner vers l'hypnose. Elle était enceinte d'une petite fille qui allait devoir être opérée à la naissance et c'est vrai que, ben, cette grossesse était très difficile. Est-ce qu'on s'attache? Est-ce qu'on s'attache pas? En sachant que pas s'attacher, c'est compliqué aussi et puis voilà, tout ce parcours a fait que j'ai cherché un outil pour les accompagner, ces mamans et tout naturellement, je suis tombée sur l'hypnose. Pourquoi l'hypnose? Parce que l'hypnose permet d'accompagner, enfin de traiter des problématiques sans devoir aller creuser où ça fait mal. Et c'est surtout ça qui m'intéressait, c'est-à-dire de pouvoir leur proposer un accompagnement, mais en douceur, un accompagnement, agréable pour pas en rajouter encore à celles qui vivaient déjà des difficultés. Donc voilà un peu pour qui je suis, bah, voilà, après j'ai continué mon parcours, hein. Comme je vous ai dit, je suis devenue maman, maintenant je suis maman d'ado, ce qui fait que je peux me consacrer, en grande partie à cette passion qu'est mon travail et puis voilà, je regarde encore ce que je voulais vous dire. Donc très volontiers, je réponds aussi à vos questions, si vous avez des questions. Ce que je pensais faire ce soir, c'est vous parler de l'hypnose par rapport aux fausses couches, qu'est-ce que ça peut apporter, par rapport au couple peut-être, par rapport au circuit de PMA, à la grossesse, à la naissance. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent, ce qu'on appelle l'accouchement entre guillemets «sans douleur», c'est-à-dire d'être outillés pour partager, enfin pour la naissance de leur bébé et puis si ça vous intéresse, je pratique, une technique qui s'appelle Tipeee, qui est de la régulation émotionnelle et volontiers je vous le partage aussi. C'est-à-dire comment est-ce que je peux moi en quelques secondes, hein, c'est une dizaine de secondes, gérer mes propres émotions au moment où elles arrivent. Donc si ça vous dit, vous me tiendrez au courant et puis à ce compte-là, je vous expliquerai. Donc par rapport aux fausses couches, je ne sais pas déjà s'il y en a qui sont intéressés par, la problématique de la fausse couche. Si vous pourriez peut-être juste me dire un peu quelles sont les problématiques que vous souhaitez que j'aborde? Est-ce que je les aborde toutes? Est-ce qu'il y a des problématiques en particulier? Ah, Tipeee, d'accord, très bien, ça volontiers. Sinon, est-ce qu'on commence par Tipeee ou bien est-ce que vous êtes quand même intéressé à ce qui touche justement à la PMA, la grossesse, à la naissance, le parcours PMA? Très bien. Ce qui se passe alors avec le parcours PMA, en fait, c'est que, bah, vous êtes certainement dedans, hein, puisque vous avez envie d'en parler. Bah, on fait toutes les recherches médicales et puis il arrive un moment où on nous dit: «Bah, on n'a rien trouvé».
Alors, des fois, on trouve, hein, mais souvent, on ne trouve rien. C'est ce qu'on appelle justement une infertilité inexpliquée. Et dans cette infertilité inexpliquée, très régulièrement, on vous parle de psychologique, c'est-à-dire de blocage qui pourrait faire que ce bébé n'arrive pas. Alors, ça peut être des peurs, peur de la naissance, peur de ne pas être à la hauteur. L'infertilité inexpliquée, oui, c'est ça. C'est-à-dire quand exactement, quand on n'a rien trouvé, on vous dit: «Ben, voilà, c'est une infertilité inexpliquée». En gros, ben, on n'a pas d'explication par rapport à cette infertilité, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on fait avec l'hypnose, c'est qu'on va chercher ces blocages. Les peurs, comme je vous disais, ça peut être aussi tout ce qui est lié à la famille, par exemple, si on a eu des relations difficiles avec nos parents, si on a vécu des choses difficiles. Ça peut être, par exemple, une certaine loyauté, si nos frères et sœurs, si nos meilleurs amis n'arrivent pas à avoir de bébé, peut-être que ça peut être un blocage chez nous. On le voit fréquemment aussi dans les fratries ou bien où il y a des jumeaux, un des 2 tombe enceinte, enfin une des 2 tombe enceinte et du coup, ben, voilà, elle culpabilise et puis si elle perd ce bébé, après elle a de la peine à retomber enceinte parce que l'autre frère ou l'autre sœur n'arrive pas, lui, à avoir de bébé. Enfin voilà, il peut y avoir des loyautés comme ça. Il peut y avoir plein de raisons aussi par rapport à la psychogénéalogie, c'est-à-dire, des croyances qu'on peut avoir ou il y a des croyances, par exemple, je sais pas moi, si dans la famille, toutes les femmes ont déjà perdu des bébés ou bien s'il y a eu des enfants mort-nés, par exemple. Ça peut être des doutes par rapport à notre conjoint. Est-ce que c'est le bon papa que j'ai choisi? Ça peut aussi être une source de blocage ou bien, j'ai eu des femmes aussi qui avaient peur de prendre du poids, puis après de ne plus plaire à leur conjoint, par exemple. Vous voyez, les problématiques sont vraiment très, très variées. J'ai eu beaucoup de cas aussi, plusieurs cas, de femmes qui avaient fait peut-être un avortement thérapeutique ou un avortement, ce qu'on appelle une IVG, hein, une interruption, volontaire de grossesse, même si c'est pas toujours vraiment un vrai choix, quand elles étaient jeunes et puis elles ont mis ça un petit peu de côté dans leur tête et puis quand elles souhaitent retomber enceinte et bien ça devient difficile. J'ai eu le cas notamment d'une femme, je vous le raconte parce que j'avais trouvé très impressionnant, qui avait fait tout le parcours PMA, puis on n'avait rien, elle était en plein parcours, mais elle avait déjà fait plusieurs filles, ils n'avaient rien trouvé. Donc elle était dans cette infertilité inexpliquée. Et puis pendant la séance, je lui ai proposé de visualiser cet endroit où allait s'installer son futur bébé. Et cette femme m'a dit, tout à coup, elle revient, elle me dit: «Mais il y a déjà un bébé là, il y a déjà un bébé dans cet endroit». Et ce bébé, tout à coup, bah, elle s'est souvenue, elle avait en tout cas pas fait le lien, avec cette IVG qu'elle avait fait quand elle avait une quinzaine d'années. Donc le fait d'avoir pu déplacer ce bébé qui était là, qui prenait déjà cette place, ça lui a permis après de tomber enceinte. Voilà, c'est ce genre de problématique qu'on peut aider en PMA. Après, on peut aussi aider, quand il y a pas vraiment de blocage, à mieux vivre le parcours, à se préparer aux inséminations, aux interventions. Peut-être aussi des femmes qui peuvent avoir peur de la douleur ou qui peuvent avoir peur, des piqûres, ce genre de choses. On peut aussi travailler là-dessus pour que ce soit le moins désagréable possible. On peut travailler aussi sur cette attente. Une fois que l'insémination est faite, on sait qu'il y a ces 15 jours qui sont difficiles, qui sont longs. Comment je peux le vivre au mieux? Comment je peux projeter du positif? Comment je peux être aidante pour que le résultat soit, on espère, le meilleur possible? Maintenant, c'est malheureusement pas magique. Alors quelquefois, c'est magique, hein, comme dans le cas que je vous ai raconté tout de suite là, tout à l'heure. Mais des fois, on ne sait pas et des fois, tout à coup, ben, voilà, ça fonctionne. À savoir quand même qu'on arrive, à l'hypnose souvent en fin de parcours, hein. C'est-à-dire qu'on a déjà essayé plein de choses et puis on ne sait pas pour finir si c'est l'hypnose qui fonctionne ou si c'est autre chose qui fait que, bah, ce bébé tout à coup arrive. Voilà, donc c'est ça. Une fois qu'on tombe enceinte et ben, après on peut, accompagner la grossesse, c'est-à-dire, se préparer à la naissance du bébé. Comment gérer les contractions, comment gérer les douleurs, toutes les peurs aussi qu'il peut y avoir pendant la grossesse. La peur peut-être, bah, de la fausse couche justement, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur, que les choses se passent mal, la peur, de pas pouvoir gérer une fois que le bébé est là, par exemple la fatigue. C'est tout ce genre de choses qu'on peut aussi accompagner
pour que même la grossesse se passe le mieux possible. J'ai aussi pas mal eu de femmes qui avaient des difficultés, soit dans le couple, soit dans leur travail. Et là aussi, on peut accompagner ce genre de problématique pour que la grossesse vraiment se passe le mieux possible. Et c'est ça l'objectif. Et puis une fois que bébé est là, eh ben, on peut travailler sur l'allaitement, par exemple, sur refaire le plein de confiance pour la maman, pour qu'elle se sente à la hauteur pour s'occuper de ce bébé. Voilà, c'est tout ce genre de problématiques qu'on peut accompagner avec l'hypnose et justement avec cette régulation émotionnelle notamment. Alors, il y a plein d'autres outils, hein, mais disons que c'est ces deux techniques que personnellement j'utilise le mieux, sur lesquelles je peux vous parler ou répondre à vos éventuelles questions ce soir. Voilà, c'est pas évident parce que j'ai l'impression vraiment de parler toute seule. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent à intervenir pour que je puisse y répondre. Ça a l'air d'aller. Par rapport aux facteurs psychologiques, je trouve très intéressant aussi, des fois un peu culpabilisant, de se dire quand on fait par exemple une insémination sur une vache, une jument, le taux de réussite est pratiquement de 90%, c'est-à-dire qu'on prend le meilleur ovule, le meilleur spermatozoïde, on les fait se rencontrer, on les dépose au meilleur endroit, au meilleur moment, et puis ça fonctionne. Et bien chez nous, chez l'être humain, souvent ça fonctionne moins, c'est-à-dire que le taux de réussite est d'environ 30%. Et d'après les recherches, justement, la seule chose qui peut justifier, comment dire, ce manque de réussite, ce serait le facteur psychologique. Je me permets juste, Karine, de reprendre le micro 2 minutes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, du coup, comment se déroule une séance en hypnose pour vraiment qu'elle puisse se faire une idée de comment tu travailles, de ce qui se passe, en fait, pendant une séance? Merci. D'accord. Ben, ça dépend un peu de la problématique, hein. Donc, une séance, par exemple, je dirais basée sur la fertilité, puisque c'était votre demande, ben déjà, on a pas mal discuté pour comprendre quelle est la problématique, quelle est votre demande. Alors, je comprends bien que le fond, c'est d'avoir ce bébé. D'accord? Moi, je ne peux pas m'engager là-dessus parce que j'adorerais pouvoir vous promettre que oui, ça va fonctionner. Malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais c'est de voir comment est-ce que je peux vous accompagner au mieux. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est discuter de cette problématique. Oui, pardon, oui, je réagis juste au message. Oui, c'est vrai que ce côté, comme je vous l'ai dit, ça peut être culpabilisant de dire que le facteur psy peut avoir un gros effet. Mais c'est vrai que, par exemple, on entend beaucoup de femmes qui sont tombées enceintes après avoir adopté, par exemple, ou bien après avoir lâché l'affaire. C'est pour ça que c'est facile à dire, il faut lâcher prise, d'accord? Mais on peut en discuter aussi tout à l'heure. Moi, je ne suis pas pour lâcher prise parce que des fois, on ne sait pas quoi lâcher, mais pour laisser être. Et puis, être dans cette acceptation le plus possible pour justement pas trop se culpabiliser quand ça ne fonctionne pas. À savoir quand même que pour plus de la moitié souvent des fois où ça ne fonctionne pas, c'est dû à monsieur, d'accord? Et c'est vrai que la femme porte tout sur ses épaules, hein, très souvent, mais l'homme y est pour beaucoup. Oui, le lâcher prise, c'est vrai que c'est pas facile de lâcher prise, parce qu'on doit lâcher quelque chose pour attraper on ne sait quoi et ça demande un effort que le laisser être, et ben, ça laisse faire. Oui, c'est pas très juste, effectivement. Il y a des femmes qui sont pas du tout qui veulent des fois pas d'enfants, qui tombent enceintes, d'autres qui sont pas stables et qui tombent enceintes aussi. On peut pas, voilà, c'est malheureusement comme ça. Ouais, on sait pas. Ouais. Par rapport donc à l'accompagnement de la séance d'hypnose, donc on va commencer par vraiment discuter pour savoir quelle est votre demande. Une fois qu'on a ciblé votre demande, l'hypnose, c'est quelque chose de très agréable, d'accord? C'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien. Si vous conduisez, par exemple, ça vous est certainement déjà arrivé d'être sur la route, de penser à la liste de courses, aux prochaines vacances, à votre job, puis tout d'un coup de vous dire: «Ah, je suis déjà là». C'est-à-dire que vous avez donné un objectif et il y a une partie de vous que j'appelle l'inconscient ou le subconscient qui vous amène à cet endroit-là alors que vous n'êtes plus du tout sur la route dans votre tête, d'accord? Vous êtes vraiment complètement ailleurs et tout se fait tout seul. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'état hypnotique, d'accord? Alors, il y en a plusieurs, il y a plusieurs profondeurs d'état hypnotique. Et notre objectif, justement, lors de la séance, c'est de se remettre dans cet état où on est là, sans être là. Et puis, quand on est dans cet état-là, eh ben, on a accès justement à cet inconscient et on peut lui faire des suggestions. On peut le, entre guillemets, programmer
pour qu'il travaille dans notre sens. Voilà, c'est ce qu'on va chercher à faire. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, pendant la première séance, beaucoup, je travaille sur l'alignement tête, cœur, corps. Souvent, on est coupé, hein, on a la tête qui fonctionne, le cœur qui fonctionne, mais on n'est plus lié vraiment à ce ventre qui nous attend, fait souffrir, qui nous apporte tellement de douleurs, hein, aussi bien psychologiques que physiques. Et là, c'est vraiment retrouver que tout circule bien, cet alignement. Donc, on peut travailler là-dessus. Ce que je fais aussi souvent, c'est d'imaginer, par exemple, que l'utérus, c'est un jardin. Et peut-être que c'est un jardin qui nécessite quelques travaux. Peut-être qu'il va falloir désherber un peu. Peut-être qu'il va falloir travailler cette terre pour la rendre la plus fertile possible. Peut-être la nourrir, amener un peu de soleil, amener, je ne sais pas moi, un peu de soleil, mais pas trop, de l'humidité, juste ce qu'il faut. Enfin, on va travailler vraiment pour rendre le plus fertile possible ce jardin, pour que quand on vienne y planter cette petite graine, elle soit en sécurité et puis elle puisse faire de belles racines et pousser. C'est ce genre de choses qu'on peut faire. Imaginez aussi, comme je vous disais tout à l'heure, où est-ce que ce bébé va venir s'installer, d'accord? Peut-être c'est un petit cocon, un petit jardin. Là aussi, est-ce qu'il y a des choses à modifier pour qu'il se sente en sécurité, pour qu'il soit accompagné? Voilà, quelquefois, la demande des mamans que j'ai aussi, c'est beaucoup des femmes que je reçois. Ça va être vraiment de pouvoir imaginer aussi la grossesse. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire pour autant que ce soit vraiment leur demande, parce que ça peut être difficile aussi si ça ne fonctionne pas après d'avoir pu imaginer cette grossesse, mais des fois, c'est très aidant. Ce que j'aurais envie de vous dire avec mes 4 fausses couches, c'est que quelque part, quand on met en place tout ce qu'on met en place pour avoir ce bébé, je trouve que ça vaut la peine quand même d'essayer d'y croire vraiment et de prendre le risque d'être déçu, de prendre le risque d'avoir mal, parce que de toute façon, ça peut faire mal. C'est-à-dire que si on s'est réjoui à l'attente de ce bébé, ou si on s'est protégé pour pas trop se réjouir, de toute façon, ça fera mal. On peut pas se protéger de la contre, malheureusement pas. Donc voilà, on va travailler de différentes manières pour faire une place à cet éventuel bébé. Des fois, il n'a pas la place, des fois parce que la future maman aussi a des objectifs professionnels, peut-être, ou le papa, hein, souvent. Enfin voilà, on va essayer de faire une place à ce bébé et puis on va essayer d'imaginer justement comment pourrait se passer le protocole qu'on est en train de mettre en place, l'insémination ou autre. Voilà, j'avais trouvé rigolo avec une femme là qui avait rencontré son mari sur Tinder. Et puis on a imaginé vraiment que l'insémination qu'elle allait faire, c'était un peu ce rendez-vous Tinder. C'est-à-dire que l'ovule a rendez-vous avec le spermatozoïde à un certain moment. Et puis il faut que cette rencontre se fasse. Alors quelquefois la magie se fait, cet amour commence à naître. Ben là, quelquefois la vie se fait, la petite flamme s'allume et puis ça fonctionne. Et on ne sait pas pourquoi des fois ça fonctionne et pourquoi des fois ça ne fonctionne pas. Et j'avais trouvé joli de faire le parallèle par rapport à la rencontre qu'elle avait connue, elle, avec son conjoint. Elle avait eu plusieurs rencontres Tinder avant que tout à coup, hop, il y ait la petite magie qui fait que ce coup-là, c'est la bonne. Voilà, c'est ce genre de petites choses qu'on peut faire. Et puis, après, une fois que la séance, justement, voilà, on va imaginer tout ça. Une fois que la séance s'est bien faite, on revient et puis on se réaligne avec le moment présent, parce qu'un des moyens de... Ah voilà, quelqu'un qui a rencontré son mari sur Tinder aussi. Oui, c'est ça, voilà, des fois, ça peut être un moyen d'imaginer justement cette rencontre-là. J'avais trouvé joli de la part de cette maman. C'est imaginer cette rencontre comme on a envie qu'elle se passe, c'est-à-dire de travailler vraiment en imaginant le positif. Ce qu'il faut savoir aussi, par rapport à l'hypnose, mais par rapport aussi aux neurosciences, par exemple, si je vous demande à toutes là de vous concentrer et de ne surtout pas penser à une girafe. Je suis quasi sûre que vous voyez tous la girafe. Et notre cerveau va faire une image de cette girafe et en fait, elle est là devant nos yeux. Et c'est un peu pareil quand on se dit, j'espère que je ne vais pas avoir peur ou j'espère que ça ne va pas échouer. En fait, on est en train de programmer tout ce qu'on n'a pas envie qui arrive et toutes ces images viennent là devant nous et nous empoisonnent un peu. Que si au lieu de programmer ce qu'on ne veut pas, on arrive à programmer ce qu'on veut, je vais faire confiance à
mon corps, je mets toutes les chances de mon côté. On a plus de chances que ça marche parce que l'inconscient fonctionne comme ça. Il crée des images, ça devient un objectif, au même titre que je vous disais tout à l'heure, voilà, je vais à tel et tel endroit et puis une partie de moi m'y emmène. Si l'objectif est négatif, bah, ça nous pose problème. Donc voilà, c'est vraiment important de programmer ce qu'on veut et pas ce qu'on veut pas, même si ça fait peur. Et Dieu sait si je sais à quel point ça peut être douloureux. D'accord? Mais c'est vraiment mettre pour moi toutes les chances de notre côté, en sachant, comme je l'ai dit, qu'on ne peut pas se protéger de ça. Voilà, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont quelque chose à ajouter ou si c'est quelque chose qui vous parle, cette histoire de girafe. Mais vous ne pouvez pas vous protéger de ce bonheur-là, donc on est obligé d'y croire vraiment. Et de toute façon, ça fait mal, qu'on y ait cru ou qu'on n'y ait pas cru. Si ça ne fonctionne pas, c'est douloureux. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu par rapport à la séance d'hypnose. Oui, les montagnes russes, bien sûr. Le traitement, le désespoir et tout le système hormonal qui joue aussi les montagnes russes. Et c'est ça qui est dur. Hein. On y croit, on se réjouit, puis bam, on tombe. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de la régulation émotionnelle pour justement pouvoir gérer ça le mieux possible. Alors, je prends un petit peu le micro, comme ça tu te sentiras un petit peu moins seule. Oui, du coup, oui, effectivement, à la suite de tout ce que tu viens de nous expliquer, c'est magnifique parce que du coup, il y a énormément de positivité dans la manière dont tu expliques les choses et moi, j'adore. Du coup, ouais, tu peux parler de ta technique, je pense, Tipeee, du coup. Vas-y, je te laisse expliquer. Alors Tipeee, c'est tout bête. Ça s'appelle Tipeee. Alors j'ai un peu honte de vous le dire, mais parce que la personne qui a découvert cette technique s'appelle Luc Nicon et il était dans son jardin. Et quand il a découvert ça, il y avait un Tipeee devant lui. Donc n'allez pas y chercher un acronyme ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand on est en difficulté émotionnelle, en général, on va aller dans la tête et on va aller chercher des solutions. Le problème, c'est que notre tête, elle est l'interprète. Donc, en partant de quelque chose de gros comme ça, on va en faire une montagne. L'idée là, c'est d'au lieu d'aller dans la tête, on va aller dans le corps et on va juste observer ce qui s'y passe. Alors, toi, Julie, tu utilises justement la sophrologie. Hein. La sophrologie, c'est un peu l'inverse de Tipeee, c'est-à-dire qu'on va aller ressentir certaines choses, on va aller travailler sur nos ressentis, on va aller faire des inductions. Là, l'idée, c'est vraiment sans analyser quoi que ce soit, sans essayer nous-mêmes nous calmer, on va juste observer ce qui se passe et simplement, on va simplement laisser faire. C'est-à-dire qu'on va aller dans le corps, observer où sont les sensations physiques. Peut-être qu'il y a quelque chose ici, peut-être qu'il y a quelque chose là, peut-être que c'est complètement ailleurs, dans un bras ou autre. On ferme les yeux et on observe sans rien faire. L'idée, c'est que, par habitude, on va respirer, on va se détendre, mais en faisant ça, on coupe cette régulation émotionnelle. C'est un peu comme si votre corps avait quelque chose à vous dire. Hein, il a une mémoire qui est inscrite, qui ressort chaque fois que vous avez une pensée précise. Et tant que vous le coupez, eh ben, il répète, il répète, il répète, il répète. Et l'idée, c'est de se dire, ben voilà, je le laisse dire sa phrase jusqu'au bout pour qu'il n'ait plus besoin de répéter. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a laissé jusqu'à ce que tout se calme dans le corps, eh ben, tout se pose et puis on retrouve ce calme. Ouais, déroulé. Il y a en fait Morgane qui disait, je vais te le dire, ça sera plus simple. Morgane qui disait donc le plus dur en fait c'est d'avoir eu pour sa part un arrêt de grossesse à 8 semaines et d'avoir mis presque un mois avant qu'il ne parte de son ventre pour elle en fait ça a été hyper dur. Elle s'est dit qu'il était tellement bien accroché et du coup la culpabilité en fait derrière était très forte et elle a dû en plus de ça prendre 2 fois des cachets. Et du coup, l'autre message était aussi sur la culpabilité, comme quoi elle avait tendance à être présente en permanence. Mmh. Ouais, alors là, j'ai essayé quelque chose, mais c'est pas mieux, donc je vais couper. Oui, je préfère que tu me donnes, toi, les messages. Cette culpabilité, elle est là. Et il y a plusieurs culpabilités. Et la culpabilité peut-être de ne pas avoir réussi à faire en sorte que ça marche. Peut-être la culpabilité de ne pas sentir quand ça marche plus aussi. Quand tout à coup, le cœur s'arrête, on se dit, mais comment j'ai pu ne pas sentir ça? Ce que je trouve intéressant aussi de vous dire maintenant, c'est que bon, moi, je vous dis, j'ai fait plusieurs fausses couches. J'ai fait une interruption médicale de grossesse aussi où j'ai
malheureusement dépassé le délai du médecin cantonal. Mon médecin avait oublié avait pas osé me dire que c'était de nouveau un échec, donc il m'a laissé avec ce bébé dans le ventre. Et quand j'ai été faire l'échographie, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau au cerveau, et puis j'ai dû faire une intervention médicale parce que ce bébé n'était pas viable, mais j'avais loupé le délai du médecin cantonal. Donc voilà, donc c'était compliqué. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas la douleur qu'on ressent, l'injustice qu'on ressent n'est pas du tout liée à la durée de la grossesse. On peut être enceinte de quelques semaines et puis vivre ça comme un traumatisme. Et puis, on peut être en fin de grossesse et puis le vivre, alors c'est toujours difficile, on ne va pas se mentir, mais de le vivre peut-être plus facilement qu'une personne qui a déjà un grand parcours derrière elle. On ne peut pas savoir à l'avance comment est-ce qu'on va vivre ça. Donc, oui, Morgane, effectivement, c'est difficile parce qu'on on est obligé d'aller à un certain rythme, le corps va à un certain rythme. Et voilà, maintenant, on a un accompagnement qui, à mon avis, n'est pas encore juste. Hein. C'est-à-dire que moi, je reçois aussi des femmes qui me disent, voilà, j'ai été à l'hôpital, on m'a dit que j'avais perdu le bébé, puis qu'il allait partir dans les toilettes. Et c'est ce qui se passe. Donc, on est seul face à ça. Et je trouve ça inadmissible à notre époque, en fait. Donc, oui, c'est difficile, effectivement. Malheureusement, voilà. Ah oui, voilà, quand même qu'ils disent qu'on était bien accompagnés, ouais. Moi pas. J'ai pas eu cette chance-là. On essaye aussi de faire bouger les choses, donc c'est important justement aussi de pouvoir en parler parce que souvent les gens sont pas formés non plus, hein. Ils sont très maladroits aussi par rapport à ça. Du coup, là, tu as commencé à parler de la technique Tipeee. Oui. Du coup, là, on va faire un petit break question, comme ça, on te laisse le temps de bien expliquer en profondeur cette technique-là pour qu'on puisse bien comprendre comment elle fonctionne et du coup, éventuellement, l'expérimenter derrière. Alors, peut-être qu'on fait d'abord ça, puis après, comme ça, on fait les questions. Tout à fait. D'accord? Donc voilà, donc ce que je vous disais, c'est qu'au lieu d'aller dans le mental, on va aller dans le corps. Donc on va fermer les yeux, on va observer ce qui se passe. Hein, il y a quelque chose là, il y a quelque chose ailleurs. Et puis simplement, on laisse faire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas respirer pour essayer de se détendre. On ne doit pas partir dans le mental et on ne peut pas être à la fois dans le mental et à la fois dans le corps. Donc en allant dans le corps, automatiquement, ça calme le mental. Et en quelques secondes, alors ça paraît magique, hein, mais c'est à peu près entre 10 secondes et maximum 1 ou 2 minutes, on arrive à lâcher ça et puis on arrive à faire partir l'émotion. Alors, des fois, je prends un exemple, je prends mon téléphone, c'est une mauvaise nouvelle. Je vais être prise par l'émotion. Donc là, si je réponds maintenant à cette mauvaise nouvelle, je vais être dans la réaction. Si avant de répondre, j'observe, je dis OK, il y a quelque chose là. J'observe, je laisse faire jusqu'à ce que tout se calme. Peut-être ça va augmenter, puis diminuer, ça va se déplacer. Puis tout à coup, tout est apaisé. Quand je reprends mon téléphone, c'est toujours une mauvaise nouvelle. Ça, malheureusement, je n'ai pas l'influence là-dessus. Par contre, du coup, je ne serai plus dans la réaction, je serai dans l'action. OK, maintenant que je ne suis plus dans l'émotion, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça nous permet de pouvoir voir les choses tout à fait différemment et puis d'être beaucoup plus sereine avec ce qui se passe. Et je trouve très, très important de pouvoir le faire à plein de moments. Par exemple, si vous avez une intervention, peut-être que vous pouvez le faire même avant l'intervention. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez y penser, vous allez peut-être sentir déjà un stress. Vous pouvez le faire à ce moment-là. Vous pouvez le faire aussi au moment où vous êtes dans la salle d'attente. Vous pouvez le faire au moment où vous êtes dans l'intervention. On n'est pas obligé d'être dans le moment. On va s'occuper de l'instant où on ressent une sensation désagréable, une émotion désagréable. Quand c'est une émotion positive, on les garde. Ça, il n'y a aucun souci. Mais dès que c'est une émotion désagréable, ça peut être de la colère, ça peut être justement d'être déçu, d'être triste, de l'injustice, enfin, toutes ces émotions qu'on peut ressentir dans ces difficultés-là, dans ces parcours-là. Voilà, on observe simplement ce que nous dit le corps et on laisse faire jusqu'à ce que tout se calme. Moi, je peux vous proposer qu'on essaye, c'est-à-dire que vous trouviez une situation où vous avez été en difficulté émotionnelle, un moment précis. Il faut vraiment imaginer, je ne peux pas le faire avec les deux mains, mais comme si la situation était grande comme ça, hein, d'accord? Puis vous allez trouver l'instant le pire. Et cet instant le pire, vous allez le revivre. Donc, vous allez fermer les yeux et revivre cet instant le pire comme si vous y étiez maintenant. Donc, vous allez voir ce que vous voyez, sentir ce que vous sentiez, ressentir ce que vous ressentiez, comme si vous essayez vraiment de vous remettre dans ce moment. Et puis là, vous observez les sensations physiques. Normalement, vous devriez les sentir peut-être pas autant que sur le moment, mais elles devraient être là. Et là, vous les observez et vous ne faites rien. Simplement, vous laissez le corps gérer ça.
Alors, je vous laisse le faire. Donc, vous trouvez cette situation, pardon, vous choisissez cet instant, le pire, hein, vraiment la demi-seconde la pire, et vraiment comme si vous rentriez dans la situation, vous revivez ce moment. Et vous observez sans rien faire, sans essayer de vous calmer, juste où sont les sensations physiques. Pendant que vous êtes en train d'observer ça, vous pouvez aussi vous balader dans le corps un peu pour voir s'il y a autre chose ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose dans un bras ou dans l'autre? Peut-être dans la gorge, le ventre, la poitrine, le dos. On se balade un peu dans le corps comme si ce n'était pas chez nous. Ça évite d'être focalisé sur cet endroit, là où il y avait ces sensations physiques. Et on laisse faire, on laisse évoluer jusqu'à ce que tout se calme. Et quand tout est calme, tout est apaisé, eh ben vous revenez. Vous pouvez juste me dire peut-être si ça a fonctionné pour vous. Je sais qu'il y a une personne là qui a marqué que ça n'avait pas marché. Vous ne pouvez pas le faire. Oui, alors je comprends cette envie de pas avoir envie de se remettre dedans. Là, c'est parce que c'est l'exercice. Après, moi, je vous propose de le faire au moment où vous le sentez. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous remettre dedans, vous y êtes dedans. D'accord? Donc, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que vraiment, là, ben, j'espère que vous êtes bien, donc on n'est pas dans une difficulté émotionnelle. Mais l'idée, c'est de pouvoir le faire au moment où on le ressent. Et si vous l'avez fait, je vous propose de reprendre exactement la même seconde, de revivre de nouveau ce moment-là, pleinement, comme si on y était là maintenant, et simplement, de nouveau, de laisser faire, d'observer. Normalement, les sensations devraient être différentes. Si ce sont les mêmes, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas joué. Maintenant, pour cet exercice, vous n'êtes pas obligé non plus de prendre une situation qui a été difficile, hein. Ça peut être un problème avec votre collègue, ça peut être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vous a piqué votre place de parc. Il n'y a pas besoin de partir sur quelque chose de vraiment difficile, hein. Et j'aimerais juste savoir si la deuxième fois, c'était la même chose ou pas. Si c'est la même chose, peut-être que c'est que vous avez fait quelque chose de faux. Ce qu'on peut faire de faux, par exemple, c'est se concentrer. La deuxième fois, j'arrivais plus à avoir ce moment désagréable. Oui, parce qu'on a nettoyé cette mémoire, justement. C'est aussi bête que ça. Alors, ça devrait être enseigné à tout le monde. Oui, peut-être c'est une émotion trop forte pour ce moment-là, effectivement. Essayez sur quelque chose de plus anodin. Et une fois que vous avez l'habitude de le faire, vous le ferez sur le moment. Moins de sensations la deuxième fois. Voilà. Des fois, il y a des sensations résiduelles. Peut-être que vous n'avez pas laissé faire jusqu'au bout. Si vous laissez faire jusqu'à ce que tout soit calme jusqu'au bout, en général, soit on ne peut pas se remettre dans le moment, soit les sensations sont plus là, soit ce sont des sensations complètement différentes. Parce que des fois, on peut avoir plusieurs émotions. On peut être et déçu, et triste, ou et en colère. Donc peut-être qu'une fois, la première fois, ça va être ici, la deuxième fois, ça va être là. Mais c'est différent. Donc pour moi, il y a quand même une mémoire qui a été nettoyée. Et l'idée, donc, ça va être de le faire pour tout. C'est-à-dire, dès qu'on a une sensation désagréable, une émotion qui vient, ou comme ça, ou quand on pense à quelque chose, puis que ça nous atteint, on ferme les yeux, on observe. Celles pour qui c'est difficile de se mettre dans cette situation-là, ou bien des fois, on se protège tellement que pour finir, ben, on ressent moins les émotions. Vous pourriez juste peut-être quelques fois par jour checker pour juste voir comment je suis. Moi, je sais que quand je pars du cabinet, par exemple, voilà, j'ai testé une troisième fois, il n'y a plus de moment. Ben voilà, c'est que ça a marché. Moi, quand je pars du cabinet, c'est la dernière chose que je fais avant de partir. Je ferme les yeux, j'observe comment je me sens pour ne pas ramener ça à la maison, par exemple. Voilà, donc oui, ça marche. C'est aussi bête que ça, hein. Mais on a appris à le couper parce qu'on nous a dit vas-y, détends-toi, respire, calme-toi. Donc, on a appris à gérer ça avec la tête, alors que le corps le fait très, très bien et sans interpréter. Et ce qui est génial, c'est qu'on utilise aussi ça pour les phobies, par exemple, parce qu'une fois que ça a été nettoyé, une fois que la mémoire a disparu, ben, elle ne revient pas pour la même chose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dure, hein, parce qu'on a d'autres techniques, par exemple la cohérence cardiaque, qui permet de gérer le stress et autres, mais ça va revenir. Que là, une fois que ça a été bien nettoyé, normalement, ça ne revient pas pour cette chose-là. Alors, ben, ça reviendra peut-être pour des situations proches, mais pour celle-ci, normalement, ça ne revient pas. En attendant, je vais juste prendre la parole du coup par Oui. rapport à ça et je t'ai mis un petit mot mais comme tu vois pas passer. En fait, je trouve que ce genre de technique tellement simple et finalement tellement minimaliste, c'est génial parce que en fait, ça te remet réellement, au centre de toi-même avec tes capacités, toutes tes ressources. Tu es capable, toi,
déjà d'avoir le pouvoir sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ça. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'une tierce personne pour t'aider. En tout cas, dans une situation voilà, où tu veux faire une sorte de reset de ce qui s'est passé, tu as déjà le pouvoir de le faire un peu déjà toi-même, ce nettoyage. Et ça, je trouve ça vraiment génial. En tout cas, la manière de le présenter, de l'expliquer, c'est très clair. En tout cas, pour ma part, c'était très clair. Et je trouve ça hyper important de le redire et de le dire que voilà, on peut aussi soi-même s'auto-aider. C'est ça Et qui est c'est important. tellement facile. Moi, j'ai aucune personne qui part du cabinet sans que je lui explique ça. Même les enfants, je trouve que c'est tellement facile, tellement simple. Ah oui, non, mais je pense, là, tu viens de l'expliquer, je pense que je vais le réexpliquer aussi, moi, derrière, parce que je trouve ça génial de donner ça. Donc, il y a Morgane qui parle donc donc de son expérience avec l'anesthésiste il y a pas longtemps pour sa 4e FIV, donc dans le contexte d'une ponction ovarienne. Et son entrée a été horrible au bloc. C'était un monsieur qui est arrivé énervé, enfin voilà, en colère. Et du coup, c'est sur ça qu'elle a travaillé. Donc là, elle arrive à plus voir la scène. Donc ça, Ouais, on c'est peut bien. complètement changer les perceptions. C'est aussi ce qu'on peut faire en hypnose quand on a vécu des moments traumatiques, hein, c'est qu'on peut modifier la façon dont on a vu les choses aussi pour garder d'autres sensations, d'autres souvenirs aussi de certains moments. Mais je trouve que cette régulation émotionnelle fonctionne très très bien pour un tas de choses. Oui. Et dans ces parcours-là, hein, on est constamment soumis à ce yo-yo émotionnel et ça vaut la peine d'avoir des outils, je trouve, pour pouvoir l'évacuer. Et ça, on peut tout à fait le faire à quelqu'un aussi. Hein. Si on a quelqu'un qui est en détresse avec nous, OK, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? C'est où? Ferme les yeux. Mets la main où ça fait quelque chose. Et puis quand ça bouge, tu bouges les mains. On peut le faire avec des petits dès 2-3 ans. Ce qu'on fait avec un enfant, c'est qu'on va lui demander de mettre la main, de fermer les yeux pour avoir son approbation. C'est-à-dire qu'un enfant, par réflexe, il va obéir. Mais par exemple, s'il est en train d'essayer d'obtenir quelque chose, hein, il fait une colère dans le but d'obtenir, je ne sais pas, plus de télé, votre téléphone, je ne sais quoi, il ne va pas vouloir votre aide pour obtenir le pouvoir, donc il ne lâchera pas. Donc on va lui demander, mets ta main, ferme les yeux. S'il ferme les yeux, c'est qu'il a envie de votre aide. Donc il est peut-être vraiment en difficulté émotionnelle. Et on va lui demander de mettre l'autre main où il se passe autre chose. Parce que comme je vous l'ai dit, si on met que la main à un endroit, on va se focaliser sur ce qui se passe et si on se focalise, ça bouge moins. Donc on va vraiment essayer d'avoir plusieurs endroits et après, si besoin, on se balade jusqu'à ce que tout se calme. Chez les enfants, ça prend quelques secondes et c'est parti, quoi. Ouais, c'est vraiment une méthode instinctive, quoi. Oui, ouais. C'est aussi enseigné justement aux urgentistes, hein, par exemple. Du coup, Morgane disait, mon cerveau a bloqué cette scène. Je vous jure, je n'arrive plus à la visualiser. J'ai un blocage dès que j'y pense. Ah, peut-être que là, du coup, il y a quelque chose aussi. Est-ce que c'est OK d'avoir un blocage par rapport à cette scène? Parce que là, après, faut. c'est. Ouais, elle dit oui. Donc, tant que c'est OK pour toi, ça vient après. Ça peut être un système de protection aussi pour Oui. avancer après derrière. Donc, après, ce qu'on peut faire, Morgane, c'est mettre une autre image. Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir à la place? Ouais, remplacer. Ouais. C'est vrai que c'est très important aussi, hein. Effectivement. C'est bien, je trouve, tu vois, je trouve ça très nourrissant de croiser les techniques comme ça parce que ça te donne plein de perspectives et ça t'ouvre vraiment. Ouais, moi, j'aime beaucoup. J'aime pas me cantonner à une case fermée. Donc, je trouve ça vraiment enrichissant. Non, ça marche vraiment. Ah, mais complètement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de discuter du coup du fait d'expérimenter cette technique et ce qu'elles ont ressenti? Éventuellement, si vous avez envie, bien sûr. Parce que là, du coup, on a parlé de fausses couches et de parcours PMA, mais il y avait aussi effectivement, toi, tu en as parlé de ton expérience pour l'IMG, donc le deuil périnatal, hein, qui est là aussi dans ce groupe un thème quand même qu'on aborde assez régulièrement. Pour moi, le deuil périnatal, la fausse couche, c'est déjà un deuil périnatal, hein, mais c'est comment est-ce qu'on peut donner un sens à ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va
pouvoir nous apporter. Si ça n'apporte rien, c'est une douleur inutile. Donc, comment je peux faire quelque chose de positif de ça? C'est ça. Et voilà. Et la meilleure explication que moi j'ai trouvée, par exemple, moi je suis tombée enceinte de ma fille, alors sans vraiment faire attention, le soir de mon mariage, je pensais que c'était normal. Et puis après, j'ai eu tout mon parcours. Donc ma fille, elle se réveillait la nuit, j'étais fatiguée, j'étais une maman qui rouspétait. Mon fils, lui, qui est arrivé donc le 7e, lui pouvait m'appeler 12 fois la nuit, j'étais contente d'aller le voir, quoi. Et puis, je trouve que le fait d'avoir vécu ces difficultés, ça m'a changé ma façon de voir la maternité, ça a changé la maman que j'étais. Et voilà, c'est ce que j'en ai fait de positif, hein. C'est-à-dire par rapport à mes enfants, de me rendre compte à quel point c'était un petit miracle. Souvent, on pense que tout vient comme ça, c'est un peu un dû, hein. Moi, j'ai des femmes qui viennent et qui me disent: «Moi, j'aimerais être enceinte à telle et telle période pour payer moins d'impôts ou bien pour avoir une place en crèche». Et je trouve qu'on oublie un petit peu tout ce qui est derrière. Et de vivre ça, même si c'est très difficile, ça fait de nous des mamans différentes après, puis je dirais même des humains différents avec peut-être une empathie différente aussi. Tout à fait. Là, il y a Noémie qui dit qu'elle a visualisé l'émotion ressentie dans son corps lors de l'annonce de la grossesse de sa belle-sœur. Donc, effectivement, ça a été trop fort. C'est difficile. Ouais. Les annonces de grossesse sont toujours difficiles de toute façon dans les contextes de PMA, de deuil périnatal. Pour le deuil périnatal, j'ai une question. Qu'est-ce que tu conseilles en tant que thérapeute à une personne qui a vécu un IMG et qui a vraiment des grosses difficultés à un peu retrouver la surface, quoi, qui fait des montagnes russes et qui parfois va bien et parfois retombe et pendant des mois et qui sait pas peut-être pas à quoi se raccrocher en ayant une famille derrière, hein, des enfants et une famille. Mais pour moi, il faut vraiment donner une place à ce bébé-là. C'est-à-dire que même s'il n'a pas vraiment existé, si ce n'est pour nous, hein, au moins dans notre projection, dans notre imaginaire, c'est lui faire une place. C'est-à-dire, il est où ce bébé? Et souvent, quand on ferme les yeux, on le voit là. Et tant qu'il est là, tout ce qu'on va vivre, ça va être à travers ce filtre-là. Donc, où est-ce que ça peut être plus aidant? Peut-être que je peux le mettre là, puis il m'accompagne. Peut-être que je peux le mettre en l'air, en dessus de moi, et puis c'est un peu une protection. Peut-être que je peux le mettre derrière moi, puis il me pousse. Enfin, c'est de physiquement, quand on pense à ce bébé, ou à je sais pas, ça peut être un bébé, ça peut être un ange, des fois c'est une étoile. Où est-ce que je peux le placer dans l'espace pour que ce soit OK pour moi? Et une fois qu'on a trouvé un endroit qui nous convient, les miens, par exemple, ils sont au-dessus, hein, puis c'est un peu des anges gardiens qui m'accompagnent. Je leur pose la question: «Est-ce que c'est OK?» D'accord, on pourrait faire ce genre de choses-là. Est-ce que j'ai travaillé avec une dame, là, c'était hier après-midi, j'ai trouvé joli aussi, elle avait cette culpabilité, d'avoir arrêté sa grossesse, pour un bébé qui avait un problème, de malformation. C'était de gonfler des ballons avec toute cette culpabilité, plein de ballons de couleurs qu'elle pouvait lui envoyer, et puis parmi ces ballons, il y avait aussi des ballons pleins d'amour, des ballons, qui représentaient tout ce qu'elle avait envie de lui dire, et puis de pouvoir, envoyer ça vers ce bébé qu'elle visualisait aussi au ciel, par exemple. Ouais, c'est très poétique. Donc, OK, super. C'est gentil. Et il y a tellement de façons de vivre ça, c'est vrai qu'on peut pas généraliser. Je peux pas vous dire: «Vous faites ça, ça va marcher». On est toutes différentes, donc on doit vraiment essayer de voir qu'est-ce qui est le plus juste pour soi. C'est ça. C'est tellement compliqué, comme tu dis, on peut pas généraliser, c'est très individuel et la souffrance, elle est individuelle quoi qu'il arrive de toute façon. Donc à ce niveau-là, voilà, on fait ce qu'on peut et on peut pas hiérarchiser la souffrance quoi qu'il arrive. Je dirais une souffrance comme Noémie disait, voilà, qui a l'annonce des grossesses, souffre, c'est autant une souffrance que les autres souffrances de départ, de deuil, et cetera. De toute façon, c'est toujours effectivement compliqué de voir autour de soi les femmes qui, comme tu disais, hein, sans difficulté, sans problématique, voilà, tombent enceintes, on râle aussi un peu, etc. Puis nous, on les voit râler, on se dit, Elles sont mince, fatiguées. voilà, elles râlent, elles sont pas contentes. Puis toi, t'attends pour avoir un bébé et t'aimerais tellement. Et c'est vrai que tout ça paraît tellement, tellement injuste. Mais je pense que toi aussi, dans tes accompagnements, du coup, tu aides aussi ces femmes à peut-être éventuellement prendre du recul aussi par rapport à ce que les autres femmes font pour créer leur propre identité dans leur parcours. Oui, on essaye.
Après, pour moi, c'est vraiment important aussi de se dire, ma foi, ok, c'est peut-être des douleurs qui ne sont pas très, très comprises. Hein. Le deuil périnatal, à proprement parler, la fausse couche, même justement ce désir de bébé, il n'existe que pour nous. Et c'est ça que je trouve très difficile, c'est que dans la société, ça n'existe pas. Hein, les gens, ils vont vous le dire, hein, de toute façon, la prochaine fois, il y en aura un autre. De toute façon, c'est pas grave, tu es encore jeune, enfin, ce genre de choses-là. C'est pas compris et je pense que par rapport à ce que disait justement, je sais plus quel prénom c'était, cette personne qui disait par rapport à sa belle-sœur, toute la famille devrait dire mais tu devrais être contente. Alors oui, on a beau être content effectivement, mais ça fait juste mal. Et puis aussi d'accepter que oui, ça fait mal et d'avoir le droit de le dire. Ça n'empêche pas que peut-être on se réjouit pour cette personne-là, voilà, mais quoi, ça fait souffrir et c'est injuste. Complètement. Et c'est vrai que ce qui manque un peu, c'est que la personne qui annonce sa grossesse accepte aussi, elle, la réaction de l'autre. Parce que voilà, tout le monde ne peut pas être heureux complètement, parce que ça peut renvoyer justement à cette souffrance-là. Il faut aussi voilà, savoir l'accepter. Bon, après, nous, on est dans une société un peu particulière, donc voilà. Mais donc du coup, Noémie rajoutait, ah oui, on n'est clairement pas la meilleure oreille pour écouter les plaintes des femmes enceintes. Mais c'est sûr, mais c'est normal, enfin, clairement, c'est normal. Elle dit aussi, heureusement, ils ne m'ont pas dit ça. Ma maman était surprise que je n'ai pas craqué au moment de l'annonce. Après, ça, c'est. Même, c'est OK. Ouais, on a le droit de craquer, c'est dur. Et ce que je trouve pas évident, c'est qu'en fait, on a une certaine solitude. C'est-à-dire que les gens vont même pas oser nous dire, ceux qui sont au courant de ce qu'on vit, ils vont pas oser nous dire qu'ils sont enceintes, donc ils partagent pas leur bonheur non plus, donc on est un peu exclus de ça. Et c'est des fois à nous de faire la démarche, d'aller vers les gens, puis dire, OK, c'est OK, tu peux les en rassurer. parler ou pas, voilà. Et des fois, quand c'est vraiment des amis ou de la famille, du coup, on perd ces gens-là parce que tant qu'ils sont enceintes, on ne peut pas les voir. Quand le bébé est là, c'est compliqué pour nous. Et il y a vraiment une solitude, je trouve, qu'on perçoit en plus de la douleur parce qu'il y a cette incompréhension souvent de ce qu'on vit. C'est clair. Les filles sont en train d'écrire, je vais attendre qu'elles finissent leur message. Oui, Noémie a dit on s'empêche de plein de choses finalement. On a l'impression d'être à part, c'est très étrange. La communication est du coup hyper importante et d'avoir des gens empathiques en face aussi. Finalement, ouais, c'est ce que tu disais. C'est vrai que c'est hyper important et puis d'avoir des gens aussi en face de nous qui sont capables de pas juger, enfin de pas avoir un jugement brut et qui attendent en fait d'entendre ce que l'autre a à dire pour juste accueillir et puis voilà, dire de toute façon, oui, la personne qui tombe enceinte n'est pas responsable du parcours de la personne qui n'arrive pas à tomber enceinte et vice-versa, de toute façon. Non, puis je crois que tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas se rendre compte de ce que ça représente. Non, c'est sûr. Donc, on ne peut pas leur en vouloir non plus d'être indélicat ou de pas ressentir ce qu'on ressent ou de ne pas comprendre ce qu'on ressent parce que c'est juste incompréhensible et inimaginable ce qu'on ressent. C'est ça. Oui, comme il y a un autre message par rapport à l'isolement aussi. On finit par s'isoler aussi beaucoup, je pense. Et Morgane qui me dit je viens d'apprendre la grossesse de ma cousine aujourd'hui. Elle doit accoucher le 2 août. C'était la date de son terme aussi en 2021, donc août 2021. Donc elle est tombée enceinte le même jour qu'elle. Donc c'est vrai que elle trouve ça dingue, mais effectivement ça l'est. Mais une voyante m'avait dit ce n'est qu'un aller-retour. Elle n'osait pas me le dire. Elle a attendu 5 mois avant de me l'annoncer. Ah ouais, quand même. Elle avait peur de lui dire. Car elle culpabilise pour elle. Ma sœur était enceinte en même temps que moi quand moi j'ai perdu une de mes grossesses. Et puis, voilà, son bébé, qui est mon neveu, je le suis. Puis chaque fois, je me dis, tiens, il devrait être comme ça, il devrait être comme ça. Ouais, souvent, moi je sais qu'il y a 4 ans, quand j'ai fait ma grossesse extra-utérine, mes 2 cousines sont tombées enceintes en même temps. Donc, une juste avant, je crois 15 jours avant, et mon autre cousine qui est sa sœur, 15 jours après mon opération, elle l'a annoncé à son mariage et j'y étais forcément. Donc quand elle l'a annoncé, j'ai eu un coup émotionnel. C'est vrai que ça m'a fait waouh, j'ai une tempête. Et puis bon, après c'est passé. Mais quand je vois les petits, je me dis toujours ouais, ils auraient forcément le même âge. Donc après bon voilà, c'est comme ça, mais je comprends tout à fait. C'est fou quand on essaie comment tout le monde tombe enceinte, oui. Et quand on voit des femmes enceintes partout, ouais, non, c'est sûr que
C'est quand on est vraiment dans cet objectif-là que tout tourne autour et que tout autour de nous, voilà, c'est grossesse, c'est On y pense tout le bébé. temps et on voit ça tout le temps, hein. C'est comme quand on veut changer de voiture, on voit la même voiture partout parce que notre inconscient, ben, de nouveau, hein, il va aller vers les informations qui sont importantes pour nous. Donc, dès qu'on va croiser une femme enceinte, dès qu'on va avoir une poussette, dès qu'on va voir le moindre signe de C'est ça. bébé, de grossesse, on va avoir l'œil dessus alors qu'une autre personne peut-être fait même pas autant attention. On devient très, très sensible aussi, on voit tout, hein. Ouais, ouais. Mais à quel point notre cerveau est puissant, hein. Enfin, en C'est tout ça. cas, notre cerveau, notre corps est puissant parce que il y a pas que notre cerveau. Mais Mm. ouais, ouais, on est vraiment. Il y a encore des petits messages qui arrivent. Je suis capable de repérer une femme enceinte de dos dans la rue. C'est ça. Effectivement, C'est c'est tellement ça. impressionnant. Mais c'est juste ça, notre inconscient. C'est comme si vous êtes phobique des araignées, hein. La petite araignée dans le coin, vous allez la voir et personne d'autre. Bah là, c'est pareil, hein. Mm. Notre cerveau, il nous amène les informations qui pensent importantes pour nous. Ouais, c'est clair. Ouais, l'obsession aussi, ouais, enfin, je repars un petit peu sur le deuil périnatal aussi après la chute des hormones, etc. Enfin, ce qui est quand même ultra violent, le retour chez soi tout seul. Les pensées obsessionnelles, c'est très très Bien dur sûr. à gérer seul, hein, quand on n'est pas accompagné ou peu accompagné, ou on est même accompagné, mais ça reste toujours, enfin, il y a toujours des moments de toute façon où on se retrouve seul. Et par contre, il y a un message par rapport justement au deuil périnatal et dans un contexte plus d'IMG, elle se sent plus capable du coup de s'imaginer enceinte. Ouais, ouais. C'est dommage. Mm. Du moment qu'on peut l'imaginer, après, on peut le projeter. Mm. Mais c'est douloureux. C'est prendre un risque. Mais ma foi, on n'a pas le choix. Moi, je vous dis, j'ai eu ces 7 grossesses, hein. Le dernier, c'était mon fils. J'ai su que j'étais enceinte à 3 mois. J'avais mes règles, je courais parce que je courais pour fuir un peu tout ça. Je l'ai compris après. Et c'est tout à coup à 3 mois que je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Mais j'y croyais tellement pas que j'avais mes cycles, quoi. Après, elle dit aussi par rapport à son IMG que ça fait 1 an, mais que son envie de tomber enceinte n'est pas revenue. Je pense que si le travail, entre guillemets, du corps et du mental n'est pas fait, voilà, il y a des choses qui sont pas terminées en soi, comme tu disais. Donner la place à cet enfant, peut-être que la place n'est pas Je encore. pense que c'est important. Ouais. Et C'est après, ce qui est difficile avec cette histoire de place, c'est que le prochain sera un deuxième. Ouais. Voilà. Et puis souvent, ce que je trouve pas évident, c'est qu'on change d'étiquette. Du coup, par rapport aux autres, on est perçu par rapport à cette expérience-là aussi. C'est quelque chose souvent avec lequel on s'était pas projeté. Et c'est pas évident, ça touche des fois même l'identité. Et ça, je trouve pas facile non plus. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, Noémie, elle parle aussi de faire la paix avec soi-même. Bien C'est sûr. hyper important de se pardonner. Et cette injustice, Ouais, c'est-à-dire, c'est mais ça. pourquoi, ouais. Mm. Après, c'est vrai qu'on est dans une société où on n'est pas prêt non plus à tout ça, hein. On nous dit tellement tout va bien, tout va bien, tout va bien, qu'on y croit. Et puis, on n'a plus ce doute que des fois ça peut mal se passer. On n'est pas du tout préparé, ce qui fait qu'on tombe de très très haut. C'est vrai que comme on en parlait hier, j'y repensais après. Et comme tu disais, hein, c'est une sorte de bulle de confort dans laquelle on nous met depuis qu'on est petit. Mais c'est pour pas mal de sujets finalement, hein. C'est pour ça que les gens paniquent maintenant énormément pour plein de choses et très rapidement. On n'est plus, voilà, on n'est plus préparé à vivre des choses pas dures et pas faciles. Et ça n'empêche pas l'émotion et la tristesse et la rage, etc. Pas du tout. Mais on nous donne plus les armes en fait pour affronter ça. Donc, J'ai juste vu passer aussi un message comme quoi elle prenait toute la place. J'avais ouais. créé un site, enfin il existe toujours, mais il est plus très actif, qui s'appelait La Place des Anges, justement pour que ces anges ne prennent pas toute la place. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire de ce bébé-là pour justement qu'il ait un espace, mais qu'il soit pas partout, quoi. Ouais, Ça laisse pas de place pour rien d'autre. c'est clair. Mm. Et Noémie, elle parle aussi de la notion de mérite, le fait de mériter, d'être maman. Ouais. Le sentiment, comme si elle se disait qu'elle n'était pas, voilà, qu'elle n'avait pas ce mérite-là. Et Ouais.
Et pas à la hauteur, le corps qui est pas Ouais. à la hauteur. Il y a vraiment Mm. tout ce problème-là. Ouais. Comme Moi, quoi ce on que peut j'aime, s'auto-punir énormément. quand on regarde, là, c'est le printemps, hein, il y a tout ce pollen qui fait que je tousse, mais il y a aussi toute cette vie qui commence à se remettre en place. Et c'est vraiment de se rappeler que la nature, elle a le même projet de vie que nous, quoi. Et on n'est pas seul à se battre normalement. C'est retrouver aussi cette confiance dans la nature. Et je trouve que des fois, on la perd un peu parce qu'on est tellement dans le côté médical qu'on perd cette confiance-là. Et je pense que c'est important d'essayer de la retrouver, faire confiance à notre corps, à la nature qui est là pour que l'espèce se perpétue, pour que la vie se perpétue. Oui, tout à fait. Ouais, et le rapport au corps est énormément modifié aussi Ouais. par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai une cliente il n'y a pas longtemps qui m'a dit que dans son parcours PMA, elle a eu un regain d'espoir et elle remerciait son corps. Elle Ouais. remerciait son corps pour ce qui se passait et les épreuves qu'elle est en train de traverser. Et j'ai trouvé ça génial qu'elle ait cette réflexion parce que bon, malgré l'échec qu'elle est en train de vivre, elle le remerciait. Donc c'est hyper important. Faire la paix, il se bat autant que vous, mais c'est vrai Ouais, qu'on perd confiance, puis on essaie de trouver un coupable. Hein. toujours, bah oui, c'est normal. Après, c'est Mm. voilà, parfois aussi un peu entre guillemets lâcher cette recherche de coupable peut aussi voilà, soulager un peu. Dire, Justement, d'être dans le laisser-être, c'est ça que je mm, trouvais joli. C'est juste que ma femme, on ne peut pas faire plus qu'être dans le présent, d'être dans le moment présent. c'est clair. Mais c'est pas facile, hein. Alors là, Non. on est bien d'accord. Non, Mm. parce qu'on projette toujours, on essaie de projeter pour maîtriser. Mm. Oui, féminité, maternité, celui-là, j'essaie de temps en temps de choper un message. Il y a un petit peu de ça, effectivement, quoique aujourd'hui, les femmes, elles revendiquent de plus en plus le droit d'être féminine sans être dans la maternité. Hein. Mm. Mais il y a un peu cette idée-là, et c'est vrai pour les hommes aussi. Hein. Il y a le côté d'être infertile, il y a le côté infertile, c'est impuissant. C'est très, 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 très fort, ouais. Oui, et d'ailleurs, je voulais revenir sur ce que tu as dit au tout début. Et tu n'as pas précisé le pourcentage, et tu me l'as dit hier, et moi je l'ai retenu parce que je pense que je vais le redire aux clientes. 56% des fausses couches sont dues aux spermatozoïdes, c'est-à-dire à monsieur. Et très souvent, les hommes, alors très souvent, il y a beaucoup d'hommes qui ne s'investissent pas. Moi, j'avais un homme, là, par exemple, qui ne comprenait pas pourquoi je lui suggérais d'arrêter de fumer. Et puis, il me disait, bah non, c'est ma femme qui va être enceinte. Donc, voilà. Mais on sait aussi que les hommes, à partir d'un certain âge, à partir, je crois que c'est de 36 ans, ils perdent aussi 30% de bons spermatozoïdes. Donc, ils ont vraiment aussi un rôle à jouer là-dedans. Mais on a tendance, nous, en tant que femmes, à tout prendre sur nos épaules. Hein. C'est ça. Et en plus, ils ont une capacité de renouveler leurs spermatozoïdes en 3 mois. Donc, ils font des efforts pendant 3 mois. Oui. Comme si on oubliait que les bébés se font un d'eux, mais complètement. Hein. De toute façon, C'est ça. C'est c'est souvent ça. notre responsabilité. Ouais. Après, pour eux, hein, je dis pas, des fois, c'est pas facile non plus quand on est en PMA puis qu'il faut être productif tel et tel jour, à telle et telle heure. Ouais. Quand ils sentent qu'on a envie que tel jour, c'est pas non plus un parcours facile. Hein. Oh non, oh non, ça c'est pas du tout évident, c'est clair. Important Ça de met la pouvoir. pression. Moi, j'ai divorcé avec tout ça, hein, je vous le cache pas, parce qu'on n'a pas du tout vécu les choses la même chose. Hein. Mon mari, lui, il s'était rué dans le boulot, et puis s'était rué dans le boulot donc, pour une seule bonne raison, c'est pour me permettre, moi, de pas aller bien, pour pas que tout s'écroule. Parce que si les deux en même temps s'étaient écroulés, ça aurait été compliqué. Donc lui, il a assuré ce qu'il a pu assurer pour me permettre de pas aller bien, mais je ne vous cache pas que je l'avais pas du tout perçu comme ça sur le moment. J'ai appris ça des années parce que j'ai suivi des formations sur le deuil périnatal. Je l'ai pas du tout perçu comme un geste qu'il a fait pour moi. Pour moi, il m'a abandonnée à ce moment-là. Ouais. Ouais, souvent dans ces épreuves-là, on n'arrive pas à voir l'autre, on n'a pas le même. Il y a un voile de toute façon devant les yeux. Avec la souffrance et la douleur, Ouais. donc Oui, puis ils n'ont peut-être pas le même investissement que nous. Nous, on le sent des fois à l'intérieur de nous quand on est enceinte, eux, avant de le sentir bouger, et même des fois, avant de l'avoir dans les bras, ils ne sont pas pères. ouais. Et nous, il y a tout cet investissement-là. Et puis, je pense que chez nous, les femmes, c'est vraiment quelque chose qui est viscéral. Chez l'homme, je n'ai pas l'impression. Non. Pas toujours, en tout cas. Ouais. C'est différent, ouais, c'est sûr. Mm. On n'a pas tous le même fonctionnement. Ça, c'est sûr. On n'a pas.
Non, non, même entre, enfin, je veux dire, après, même il y a des femmes qui ressentent différemment aussi la grossesse. Oui, Il y a des hommes qui sont très, très maternels. c'est vrai. Voilà, de toute façon, Mhm. du coup, on sent les hommes moins investis. Bah oui, enfin, c'est vrai quand tu vois tous les efforts que vous faites, les filles, sur l'alimentation, sur votre hygiène de vie, et puis quand on voit le conjoint qui continue à faire ses petits travers avec l'alimentation et compagnie, bon, ça peut paraître ultra frustrant, quoi. Donc, Oui, même quand tout va bien, hein. Nous, on a nos ouais. règles, on a des douleurs tous les mois. Bah, eux pas, hein. On a tous ces va-et-vient, enfin ces hauts et bas hormonaux. Eux, Mm. c'est standard, hein. C'est Un peu sûr. injuste, hein. Ouais. Après, là, on fait des généralités, mais heureusement, bien sûr que voilà, ils sont aussi empathiques par rapport à ce que vous vivez. Et heureusement, voilà, vous avez tout aussi des conjoints qui sont là et présents et qui regardent un peu les choses, je pense, en dehors, parce qu'ils savent pas ce que vous vivez, ils savent pas ce que vous ressentez. Donc clairement, ils peuvent pas non plus se mettre complètement à votre place, c'est impossible. Donc ils font aussi avec ce qu'ils peuvent, quoi. Puis essayer vraiment de communiquer, ça c'est Mm. très important. Ouais. Ouais. Mm. Une communication non violente, C'est ça. surtout. Oui, puis le fondement de ce bébé, c'est quand même le couple. Ouais, Donc c'est important de protéger ce couple aussi. c'est clair. On va laisser un petit message s'écrire et puis Mhm. l'avantage dans tout ça, c'est qu'il a appris à connaître le cycle féminin. Ça, c'est chouette. Et du coup, pour marquer un petit peu voilà, la fin de ton intervention, puis te laisser profiter de ta soirée. En tout cas, je te remercie infiniment, Karine, Avec plaisir. d'être venue et d'avoir partagé avec nous, que ce soit ton histoire ou tes pratiques, d'avoir expliqué ce que c'était l'hypnose, parce que vraiment, c'était très intéressant, pour moi en tout cas, d'en faire la distinction avec la sophro et puis la distinction et en même temps la Mhm. complémentarité. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis voilà, tu as amené quand même pas mal de positivité. Donc je pense que voilà, tout le monde est d'accord avec moi. Merci. Non, ça n'a pas été simple, je suis désolée, mais du coup, ben voilà, comme j'ai dû vous mettre sur mon téléphone, je n'avais pas les messages, j'ai suivi un peu comme j'ai pu. J'espère que Non, c'était t'inquiète pas. compréhensible. Enfin, T'inquiète si pas, vous avez c'était des top. questions qui viennent même plus tard ou comme ça, j'y réponds volontiers, hein. Si vous voulez retester cette méthode Tipeee, là, ça prend quelques minutes, volontiers, n'hésitez pas à revenir. D'accord? Et puis, autrement, Super. faites-le sur le moment, au moment où vous n'êtes déjà pas bien, ça peut aller que mieux.